Bien, bonsoir à tous et bienvenue ce soir pour cette nouvelle vision-conférence. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Gène, PDG de la société Oncodesign. Philippe, merci d'avoir accepté de venir présenter Oncodesign et sa stratégie en médecine de précision à travers l'intégration de l'intelligence artificielle. C'est notre thème ce soir. Alors, juste avant de commencer, un petit mot sur Biotech Finance. Vous savez, nous publions une lettre 44 numéros par an, un magazine mensuel, une alerte quotidienne, une cartographie annuelle des biotech. Et nous organisons ces visioconférences comme celle de ce soir, tous les mardis soirs. Nous ne pourrions pas faire tout cela sans nos abonnés. Philippe est un abonné fidèle historique et ce sont eux qui soutiennent nos conférences et notre modèle économique sans publicité. Ils sont nombreux avec nous ce soir et je tenais évidemment à vous remercier tous d'être là. On va passer à Oncodesign et l'intelligence artificielle. C'est le thème du soir. L'intelligence artificielle, il y a peu de temps, c'était le 18 mai dernier, Oncodesign s'alliait avec Intersystem pour conjuguer des potentiels d'accélération de découverte de nouveaux médicaments en oncologie. L'année dernière, c'était la mise en place de la Business Unit Intelligence Artificielle avec à sa tête Stéphane Gérard. Stéphane Gérard, c'est quelqu'un quand même d'assez brillant, on peut le dire, 37 ans, X, doublé d'un docteur en biologie, c'est quand même pas mal comme cursus, et avoir une telle personnalité à la tête d'une business unit, c'est aussi très bien. Mais l'intelligence artificielle avec Oncodesign, ça a commencé en 2015 avec OncoSnipe. OncoSnipe, c'était le premier projet qui visait à utiliser l'intelligence artificielle pour explorer des nouvelles stratégies thérapeutiques dans le traitement du cancer. Tout ça, ça nous a donné envie d'aller évidemment plus loin avec le modèle d'Oncodesign, savoir comment et pourquoi Oncodesign avait intégré l'intelligence artificielle dans son processus et comment il l'a intégré, quels sont les challenges rencontrés dans ce type d'intégration, comment on fluidifie les interactions entre les biologistes d'un côté et puis peut-être les informaticiens et les pros du développement et du code de l'autre. Est-ce qu'il peut y avoir une open innovation? On va aborder tout cela maintenant directement avec Philippe. Et on va commencer d'abord par comprendre le modèle d'Oncodesign et ce cheminement vers l'intelligence artificielle. Philippe, à vous. Merci beaucoup, Jacques Bernard. Et puis, bravo pour votre action avec Biotech Finance. C'est un composant assez indispensable de notre écosystème. Donc, bravo. Donc, pour revenir sur le thème, clairement, l'entreprise, elle a une mission invariable depuis sa création qui reste la découverte de thérapies. C'est une approche qu'on mène notamment dans le domaine de l'oncologie, surtout dans le domaine de l'oncologie depuis 25 ans maintenant, et qu'on a étendu à l'inflammation et également à la maladie de Parkinson. Bon, ce sont des produits issus de nos plateformes, donc ça ouvre aussi sur d'autres domaines. Il ne faut pas oublier que l'oncologie est vecteur d'innovation. Et donc, clairement, la médecine de précision, notre modèle, je dirais, d'innovation, basé sur 3 activités. Alors, je vais faire simple. La première, c'est l'expérimentation. C'est comment sélectionner les meilleurs candidats médicaments. Alors, ça a trait beaucoup à la pharmacologie, clairement. C'est d'abord notre métier de départ. La deuxième, c'est l'axe découverte. L'axe découverte, ça a beaucoup trait aux outils thérapeutiques et aux biomarqueurs, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux en médecine de précision. Et la petite dernière, c'est études. Et études, c'est l'étiologie, c'est plutôt l'étude des causes et c'est surtout aussi la sélection des sous-populations de patients résistants. Et pour arriver à ce résultat, c'est bien sûr là qu'on a besoin de technologies qui soient capables de brasser un niveau d'information conséquent, chose que l'humain peut faire, mais avec beaucoup de temps et sans doute pas assez de méthodes. Donc, c'est là où on a introduit l'intelligence artificielle. Et l'étude, c'est surtout comment trouver de nouvelles cibles thérapeutiques intéressantes. D'accord, dans ces sous-populations de patients résistants au traitement. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait le tour de ce modèle, où les 3 activités, bien sûr, travaillent ensemble, on peut revenir sur l'intelligence artificielle. Alors, pour moi et mon niveau de connaissance, bien sûr, qui s'est élargi depuis les 5-6 dernières années, tu as mentionné le projet OncoSnipe. OncoSnipe, c'est quoi? On avait antérieurement à ce projet développé un projet qui s'appelait Imodi, qui est un projet collaboratif, ça c'est notre culture, assez important, PSPC, qui associait une quarantaine de membres publics et privés dans le développement de modèles précliniques et de modèles humanisés. Alors, microbiote, PDX,
c'est-à-dire tumeurs provenant de patients, données associées à ces modèles, l'idée étant de faire un bond en direction de l'homme parce que le développement est translationnel. L'intérêt, c'est de trouver des thérapies contre les pathologies chez l'homme. C'est bien de guérir la souris, c'est quand même mieux d'essayer de trouver des traitements efficaces chez l'homme. Et donc, l'idée derrière, c'est OncoSnipe, c'est de travailler sur ces sous-populations de patients et de se dire qu'on va réussir, au travers des populations de modèles qu'on a créées, de trouver des sous-populations qui peuvent être représentatives et donc aussi des tissus et potentiellement des cibles intéressantes. Voilà. Donc, c'est globalement décrit, c'est ça. Et OncoSnipe, c'est un gros essai clinique. Ce qu'il faut retenir aussi de l'IA, ce que j'ai retenu très vite, c'est la qualité de la data. D'accord? La data est stratégique. Avant même de parler boîte noire, d'ailleurs, on ne devrait jamais parler de boîte noire, clairement. On doit savoir ce qui s'y passe. Moi, je reste une personne engagée dans un processus de drug discovery. C'est le modèle, c'est le métier de l'entreprise. Et comment on peut utiliser ces outils pour améliorer le taux de succès de notre métier. Trouver des molécules, mais trouver des molécules plus vite, plus efficacement et qu'on puisse amener très vite chez le patient. C'est ça aussi le challenge. Donc, ne jamais se mettre dans la boîte noire ou dans le métier des boîtes noires. C'est pas le nôtre. D'accord? Donc, clairement, on est rentré par le biais de la data en se disant, voilà, les meilleures data, c'est celles qu'on va chercher. On avait déjà construit des banques de données par rapport à nos modèles précliniques au travers d'Imodi. Et là, c'est un essai clinique, OncoSnipe, qu'on a mis en route sur 600 patients, 3 indications, avec des degrés de résistance différents, en suivant de manière dynamique les populations dans leur réponse au traitement. Voilà. Et donc, ça fait appel à des données très hétérogènes, de l'imagerie, des données cliniques, des données génomiques. Ça fait appel à du biobanking derrière, de l'échantillonnage pour continuer de chercher aussi des facteurs nouveaux. Donc, c'est un essai qui converge finalement vers notre démarche initiale qui était celle des modèles. Le patient, en médecine de précision, c'est presque l'autre bout du laboratoire. Clairement, les phases 1 en oncologie se réalisent sur des patients chez qui on cherche des solutions. Donc, on est toujours au contact de ces patients. Donc, la qualité de la data, importante. Alors, juste comme ça, data, vous en entendez parler. Le marché de la data aujourd'hui, c'est 100 à 150 milliards de dollars déjà, d'ores et déjà. Faut savoir quand même que c'est des marchés extrêmement importants. Alors, c'est entre les mains de certaines sociétés. Bien sûr, c'est pas tout dédié à la santé, mais c'est déjà ça. C'est des marchés conséquents qui existent. Et déjà, dans l'industrie pharma, on parle du rôle stratégique des data et donc de la nécessité de pouvoir investir dans des data. Et ce sont des budgets extrêmement conséquents dans des sociétés pharmaceutiques à l'heure d'aujourd'hui. Il faut juste réaliser. Alors, on peut toujours discuter sur la qualité de la data. Il y a sans doute les gens travaillant dans le domaine de l'assurance qui vont avoir besoin d'un degré de qualité moindre. Ceux qui vont travailler dans le domaine de la santé, un degré supérieur. Donc, fabriquer ces datas, c'est pas mal parce que ça permet de concevoir tout ça. Et peut-être que demain, c'est peut-être aussi un point de vue qu'on partage avec d'autres, plutôt que de curer des datas à longueur de temps pour les rendre raffinés, meilleurs et n'en retenir finalement 10 à 5% en les ayant payés très cher, il faut peut-être mieux les générer. C'est un peu ce que me suggère OncoSnipe. Bon, voilà, ça c'est une parenthèse, mais importante, donc des datas hétérogènes et comment aller chercher derrière dans ces datas avec des algorithmes, des corrélations pour faire ressortir effectivement des éléments saillants, des cohortes et puis dans ces cohortes après donc ça c'est le début du drug discovery, c'est le point de départ, c'est-à-dire on part de la cible. Après, il y a les autres métiers du drug discovery qui incluent la chimie, qui incluent la pharmacologie, la toxicologie, etc., etc. Donc, à chaque métier, à l'intérieur de ce processus, on a des gens qui ont déjà développé des approches utilisant l'IA. Et donc, est-ce qu'il faut refaire la roue? Certainement pas. C'est certainement pas notre métier. Parce qu'il faut être très connaisseur de ces domaines. Donc, nous, notre stratégie, elle consiste à développer une plateforme de sélection des cibles et de validation des cibles, bien sûr, et de trouver à l'extérieur, je dirais, de regrouper à l'extérieur, à l'intérieur d'un campus, notamment ouvert, les gens qui ont développé, d'après nous, les meilleures approches dans ces différents métiers, pour aider ces métiers. D'accord? Mais on ne quitte pas notre métier.
C'est-à-dire, Oncodesign, certes, a une BUIA, c'est pas son nom définitif, c'est un nom qui me donne un peu d'air, on va dire, dans le temps, et voilà, ça occupe les esprits, mais on reste dans notre métier et on est utilisateur de l'IA, comme quand on a fait de la pharmaco-imagerie, on reste des pharmacologues et on a utilisé l'imagerie. On n'a pas développé des outils d'imagerie, d'accord? Mais plutôt de l'utilisation. Donc, c'est notre stratégie, c'est vraiment là qu'on est rendu. Et le premier des objectifs de cette business unit, finalement, on peut l'appeler comme ça, et donc de Stéphane Gérard, j'ai retenu une chose, il faut toujours choisir plus intelligent que soi pour développer les choses par la suite. Enfin, en tout cas, il faut essayer d'être assez intelligent pour le faire. C'est pas toujours simple. Mais en tout cas, voilà, c'est de construire cette plateforme, de rassembler, on va dire, ce panel de sociétés. Alors, on peut parler de Montréal. Montréal, je ne sais pas quel Français ne connaît pas Montréal, mais à l'heure d'aujourd'hui, il se trouve que c'est juste la place mondiale la plus forte dans ce domaine. Benzio, qui est le créateur du MILA, c'est un gros institut qui développe vraiment des approches de deep learning très pointues, c'est un des trois à l'origine du deep learning, hein, a un énorme institut très bien financé et beaucoup de sociétés dans le domaine de la santé sont en train de se développer. Voilà. Et donc là-dessus, faut se raccorder à ce centre. On parle beaucoup en France de Saclay, nous sommes aux Ulysses, donc nous sommes voisins. Et puis j'espère qu'on parlera un peu de Dijon, parce qu'il n'y a pas de raison non plus de faire que des raccourcis entre de grandes places. Mais on est reliés, d'accord? Donc, et puis en plus, c'est un peu l'essence de la société d'aujourd'hui. Voilà où on est actuellement. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est très clair, c'est très dense et c'est parfait. Et comment est-ce que, la question, c'est donc démarré en 2015, comment est-ce qu'on mesure, et comment est-ce que tu mesures les progrès accomplis dans ce secteur-là et grâce à ce secteur-là chez Oncodesign particulièrement? Alors, on est parti d'un seuil où on a essayé d'agréger. C'est souvent notre approche. Hein, on travaille avec des gens qui sont des gens référents en compétences, et puis on acquiert cette compétence en interne parce qu'il faut juger, avoir un pouvoir critique, on va dire, sur ce qu'on est en train de faire, et pas simplement s'adresser à des experts externes, mais l'avoir en interne. Et donc, il a fallu construire une équipe. Et alors d'aujourd'hui, on a des data scientists, on a data architectes, on a des métiers qui sont des métiers de l'IA, avec des moyens dédiés. Et donc, derrière, on a aussi ces partenariats. Tu parlais d'Intersystem, c'est un partenariat avec une société qui, elle, est très spécialisée à développer des plateformes pour aller chercher de la data, créer des entrepôts et qu'on puisse faire des analyses, parce que les data, elles ne changent pas de place, elles restent là où elles sont. Il faut pouvoir y avoir accès. Et donc, on a un bon niveau de développement de notre plateforme d'identification de cibles à l'heure d'aujourd'hui, grâce à ces compétences qu'on a rassemblées, l'avancée de l'essai clinique, les premiers algorithmes qu'on teste aussi à ce niveau-là. On a passé un accord avec un très bon labo universitaire qui a la grande qualité d'être très spécialisé en IA, mais certainement pas en santé. Donc, c'est très intéressant de regarder comment, pour comprendre la boîte noire, qui n'est pas une boîte noire, si je vous parle d'IA connectiviste et d'IA symbolique, ça ne va pas vous parler. Si on dit qu'effectivement, on associe des méthodes de machine learning qui permettent d'analyser des datas en grande quantité, et puis aussi des méthodes qui permettent d'introduire le métier et la réflexion du métier à l'intérieur de ces outils, ben vous comprendrez peut-être un peu mieux. Donc, c'est avec des gens comme ça aussi qu'on est capable de travailler à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est un pôle en soi, mais on est plutôt collaboratif et partisan des projets chez nous. Bien, la question qui se pose, c'est sur d'abord l'intégration de l'IA pour faire converser les biologistes d'un côté et ceux qui sont les spécialistes des data, et puis ensuite peut-être les limites et les dangers. Peut-être qu'il y a un danger de trop d'enthousiasme autour de l'IA, non? Alors, je dirais déjà connectons dans une entreprise, surtout une entreprise qui a un métier qui n'est pas l'IA. Hein, donc, il y a des laboratoires, il y a des scientifiques. Le scientifique, par définition, il croit en ce qu'il voit et en ce qu'il fait. Et, un outil, une technologie nouvelle, il n'est pas forcément contre, mais il va falloir lui démontrer que ça lui apporte quelque chose. Sinon, il n'en verra pas l'intérêt. Et faire ce lien entre
le biologiste et ces équipes d'IA, c'est vraiment un gros challenge et c'est un challenge, à mon avis, très général. Nous, on le vit à notre niveau, notre entreprise où il y a 250 personnes, donc c'est peut-être plus simple de rapprocher les gens et encore, mais dans des grands groupes où les gens ont une vraie culture, je dirais, de drug discovery depuis des années, où on introduit des groupes qui arrivent avec ces données nouvelles, cette approche nouvelle qui est l'intelligence artificielle, c'est très compliqué d'intégrer. Il y a vraiment un challenge énorme là-dessus. D'accord? Donc, comprendre l'intérêt, c'est bien gentil de dire le numérique, le digital, c'est indispensable. Oui, on en est tous convaincus, mais en gros, c'est avec quoi qu'on mange à Pâques, quoi. Ou à Noël, comme vous voulez. Donc, comme diraient nos amis québécois. Donc, avec ça, on n'est pas servi. C'est là où il faut, je dirais, un effort de transparence sur ce qu'est la boîte noire. Elle ne doit pas exister, cette boîte noire. Donc, il faut être capable, en gros, au niveau interne, de bien l'expliquer aux gens et de savoir par où on passe pour en connaître les limites. Les limites, ça ne fait pas le café, ça ne fera jamais le café, ce n'est pas voué à ça. Ça n'amènera pas, je dirais, ça va nous permettre de passer un certain nombre d'étapes dans le domaine de la drug discovery, mais ça n'amènera pas la solution finale à lui tout seul, enfin l'IA ou à elle toute seule. L'IA n'est pas intelligente en dehors de l'intelligence humaine. Ça amène simplement, il y a un exemple assez clair, hein, on pourrait parler de l'analyse d'images, et l'analyse d'images, c'était le premier domaine où l'IA est rentrée, tout simplement parce qu'on brasse des millions de data au travers des pixels. C'est pour ça que l'IA a commencé à s'appliquer là. Et donc, on pourrait dire qu'un radiologue n'a plus aucune utilité, puisque de toute façon, maintenant, on a démontré qu'on était avec des seuils extrêmement importants. On pouvait analyser des radios et sortir de là avec vraiment des diagnostics très fins. On pouvait même aller plus loin. Donc, ça pousse, je dirais, la compétence jusqu'à des sommets différents. Donc, c'est surtout la capacité d'adaptation qu'on doit avoir quand on s'adresse à ces technologies-là. Et être meilleur et exceller sur sa vraie compétence finale, qui est effectivement, à un moment donné, il faut faire des choix de structure de molécules. Et puis, les gens qui ont donné, quelque part, au travers de la sémantique, les liens avec le métier, ces gens-là, ils continuent de travailler à l'intérieur. Et ça, c'est important pour faire évoluer ces systèmes. Ce n'est pas des systèmes qui font à la place d'eux, c'est des systèmes qui facilite. Voilà. Parfait. Alors, il est 19h20, je vais te poser une dernière question et puis après, on donnera vite la parole à la salle. Tu parlais de processus d'accélération de la médecine de précision, ça c'était au départ. Concrètement, est-ce que tu as des exemples de ces accélérations et de résultats concrets? Alors, je pense qu'on est dans une phase à l'heure d'aujourd'hui où il y a des premiers exemples de molécules qui rentrent en développement après une première phase de design, on va dire, au niveau chimique. Alors, dans nos clients, on a le bonheur de faire aussi du service en même temps que nos propres molécules, il faut reconnaître qu'on a de plus en plus affaire à des sociétés qui sont des sociétés de design de molécules, mais à un moment donné, il faut aller au-delà. Il faut confronter ces molécules. Et il se trouve qu'il y a eu, notamment au Japon, alors j'ai plus l'information totalement précise, mais on pourra la repréciser par la suite si vraiment ça intéresse les gens, une molécule qui effectivement a pointé son nez sur des phases 3 et qui est issue de cette démarche-là. Déjà, une réflexion sur la structure de la molécule par rapport à la cible pour aller quelque part en développement. Mais en tout cas, elles doivent passer à un moment donné par la case chimie et par la case pharmaco. Simplement, au lieu de brasser je dirais, une quantité importante de molécules, au lieu d'être obligé de synthétiser des composés en grand nombre, on les synthétise en moins grand nombre. D'accord? On peut aller plus vite vers des réorientations aussi si c'est nécessaire. Donc, passer plus au fil des… Voilà. Ok, voilà, c'est les questions de la salle. Alors, Stéphane Van Den Abel qui demande si on parle d'intelligence artificielle ou augmentée pour Ocon Design. Très bon distinguo et merci pour la question. C'est de l'intelligence augmentée. Bien. Ce que j'ai bien entendu et c'est exactement le positionnement que nous, on suit. Bien.
Zakia, merci pour cette réponse. Zakia Belaïd Sandal, cette fois, si on compte le nombre d'années de thérapie anticancéreuse, que fait-on des données gérées quotidiennement par les hôpitaux français? Quelle réglementation pour l'accès et la valorisation? Alors, on est typiquement dans le, je dirais, dans la problématique des data. C'est-à-dire, bon, vous savez tous la législation à ce niveau-là, c'est-à-dire que les données, elles appartiennent d'abord aux patients. Est-ce que l'obtention de ces datas, est-ce qu'on a obtenu ces datas déjà dans ce contexte-là? Est-ce que les patients ont été informés de l'usage de leurs data? Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de data quelque part qui répondent à ça. Peut-être plus maintenant depuis 2 ans, mais en attendant, ces données-là, elles sont pas théoriquement pas disponibles. Derrière, les données accumulées sont des données qui sont accumulées avec un degré de qualité, on va dire, qui nécessite des efforts pour les nettoyer. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis simplement qu'il faut enrichir ces datas. Et ça demande aussi beaucoup d'énergie. Alors, il y a un marché qui semble voir le jour à l'heure d'aujourd'hui, qui serait un marché autour de la data nettoyée. D'accord? Il y a des sociétés qui se créent, qui nettoient et qui pourraient mettre à disposition éventuellement d'utilisateurs de la data de différentes qualités. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le concevoir. Donc, bien sûr que ces datas peuvent avoir un intérêt, mais un gros travail derrière. À la fois, il faut être sûr de la liberté d'exploitation et à la fois, il faut être sûr aussi que, je dirais, de la qualité de ces données. Et de toute façon, on n'échappe pas non plus à une analyse poussée. On est un chiffre, je pense, pas vous dire qu'il est significatif, mais on est en train de travailler avec un institut de santé. On a eu accès à 200 patients, des données, on les a nettoyés, on se retrouve avec 10% des patients, des datas utilisables. Voilà, c'est juste pour vous dire, 220, d'accord? Voilà, c'est juste, ça ne veut pas dire que c'est négligeable parce que sur la quantité, après, il faut s'entendre. Parce que les hôpitaux, n'étant pas propriétaires des datas, ils en sont dépositaires pour bien connaître quand même au moins le système en Europe et en France. Ça prend du temps quand même ces discussions-là. Et tant qu'il n'y aura pas, je dirais, un tiers intermédiaire de confiance qui permettent à la fois aux hôpitaux d'être sûrs de ce qu'ils peuvent ou pas donner et aux clients quelque part de cette structure, d'être sûr aussi d'être sur des datas de qualité, je pense que ça sera compliqué. C'est compliqué pour les gros hôpitaux, je pense. C'est une problématique compliquée de rassembler déjà toutes ces données, d'être sécure au niveau ne serait-ce que juridique. Mais par contre, voilà, je pense que là, il y a peut-être un vrai métier à créer à ce niveau et peut-être qu'il va se créer d'ailleurs. C'est déjà en route, on a croisé ce genre de structure aux États-Unis. Bien, parfait. Merci pour cette réponse. Myriam McLuffy qui demande quelle est la part de votre investissement dédié à la nouvelle BU intelligence artificielle. Alors, à Oncodesign, on a un revenu de 40 millions. On investit chaque année à peu près 12 millions sur notre R&D. On travaille sur des projets en interne, notamment un composé qu'on pousse vers l'A&D. On a donc des projets de drug discovery qui sont consommateurs de finances. Donc, on a une grosse part de notre investissement dessus. On va dire qu'on est entre 3-4 millions par an pour l'instant à ce niveau-là sur l'IA. Ce qui est très significatif pour nous. C'est une part qui va augmenter parce que c'est pour moi Oncodesign 4.0, on va dire. Donc, c'est là que je vois le développement de la structure, même si c'est un axe indissociable des autres. Et en tout cas, pour moi, c'est une technologie qui doit nous amener à innover, voilà, dans notre domaine. Et après 3 ans, cette technologie a bien été intégrée par l'ensemble des unités d'Oncodesign. Je dirais qu'il a fallu monter cette BU, donc la rendre visible. On est une petite boîte quelque part ou une boîte moyenne, mais c'est quand même important de la rendre visible et surtout d'expliquer pourquoi on fait ça. Et je crois que maintenant, oui, c'est fait, mais ça a demandé quand même, on va dire, les 4 ans passés
pour arriver petit à petit à gravir ces étapes qui font que maintenant on est en légitimité interne de pouvoir effectivement apporter du lien avec les autres composantes de l'entreprise et que ça soit intégré et pratiqué. Merci Jean-Philippe Célès qui demande quel regard vous portez sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le repositionnement des médicaments. C'est un outil qui peut être très pratique. Les gens le pratiquent déjà à ce stade parce que il se trouve que alors est-ce qu'une molécule a un mécanisme d'action unique? On peut penser que non. Est-ce que ce mécanisme d'action peut avoir d'autres applications? Bien sûr. Et donc les données sont disponibles et on peut aussi effectivement gagner beaucoup de temps avec l'intelligence artificielle dans ce domaine. Ça remplacera pas les étapes on va dire, incontournable du repositionnement, mais ça fera gagner du temps, c'est sûr. Bien, c'est un vrai partage d'expérience. Patrick Bord demande, compte tenu de l'effet très relatif des molécules sur le marché, ne pourrait-on pas utiliser les data et l'IA pour mieux cibler les populations positivement réactives à ces thérapies? Alors, c'est le principe, je ne sais pas si je répondrai bien, mais en tout cas, en médecine de précision, on change un peu le deal que les médecins passent avec les patients et notamment aussi les autorités qui remboursent les médicaments, puisque à partir du moment où on dit il y a une cible, on doit s'assurer que la cible est présente et derrière délivrer la bonne molécule contre cette cible. D'accord ? Et si on va dans ce sens-là, il faut des outils pour mettre en évidence dans les datas l'existence de la cible. Et donc, par conséquent, c'est relativement indissociable. Donc, la stratification des populations de patients, oui, c'est une étape, enfin, c'est un champ d'application également. Voilà. D'accord. Zakia complète sa question tout à l'heure. Vous savez, c'est la question sur les hôpitaux, les datas dans les hôpitaux. Et Zakia demande où faut-il chercher des données si on ne les cherche pas dans les hôpitaux? Je pense qu'on peut les chercher dans les hôpitaux, simplement. Je ne sais pas s'il existe une manne. Je crois, moi, je vous ai donné un peu ma vision, qui reste ma vision personnelle et n'engage que moi. Mais comme je l'ai déjà partagé un petit peu avec d'autres, j'ai pas trouvé de gens qui m'aient repeint ou collé des plumes et du goudron. Donc, je peux toujours en parler. Je pense que il faut aussi se dire que peut-être que demain, l'intérêt à l'image de ce qu'on a pu faire dans OncoSnipe, c'est peut-être de refaire de la prospection d'informations orientées et de pouvoir, alors on peut le faire rétrospectivement, on peut le faire de manière prospective et aller chercher finalement de l'information éduquée dans le domaine. Hein. On parle de la résistance là, mais ça pourrait être d'autres focus. Et donc peut-être que là, effectivement, c'est peut-être un moyen. Alors, on sera toujours dans les hôpitaux, mais peut-être qu'il y aura des essais cliniques data, finalement, quelque part, on peut les imaginer en tout cas. Enfin, comment est-ce que, en attendant les nouvelles questions, la structuration des échanges entre les différentes business units que vous avez, comment est-ce que vous les organisez? Comment est-ce que vous organisez le partage? Pratiquement, ça fonctionne comment tout ça? Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de manière très transverse, hein. Sachant qu'un projet de drug discovery chez nous a besoin des laboratoires pour travailler, puisque c'est les laboratoires qui font quelque part le travail en équipe avec les équipes de drug discovery, quelque part, hein, qui n'ont pas de laboratoire, elles. D'accord? Elles ont des budgets sur des projets et elles travaillent en interne ou en externe suivant les étapes de développement où on se retrouve. Là, les gens sont amenés à travailler de manière transverse. Ça, c'est un exemple. Après, on a des projets. On a institué dans l'entreprise une approche qu'on appelle connexion, où les gens ont la possibilité de venir avec un projet. Alors, un projet à réaliser sur 6 mois, pour chercher un budget, sur 6 mois, avec à la fois les composantes des trois actes, des trois BU. D'accord? Donc là, on mélange des gens qui bossent en IA, on mélange des gens qui bossent en pharmaco et des gens qui vont travailler éventuellement sur des approches thérapeutiques très spécifiques, par exemple nanocyclique, qui est sur les inhibiteurs de kinase. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? D'accord? Et donc là, c'est aussi intéressant de stimuler un petit peu la créativité, hein. C'est une approche qui se veut aussi génératrice d'innovation.
Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire, transverse. Sinon, on a des activités économiques qui peuvent laisser assez facilement les gens dans leur credo économique. Le service ayant ses règles, le développement, on va dire, des produits de biotech ayant aussi les siens. C'est aussi pour ça qu'on s'est organisé, parce qu'on a des enjeux qui sont différents. Et puis, l'IA derrière, qui est une techno transverse et qu'on veut intégrer un petit peu partout, puis qui a aussi ses propres objectifs. Donc, il faut que tout ça se parle. C'est une vraie nécessité si on veut de l'innovation, sinon on n'en développe pas. D'accord? Donc, l'IA me sert aussi un petit peu pour voyager de manière transverse dans l'entreprise. Parfait. Patrick Bord parle d'entreprises comme Medidata qui ont un avantage concurrentiel d'accès à la data, voire anonymisé, pour fournir des solutions synthétiques concrètes. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, c'est une approche existante, tout à fait. On se situe à un stade avec l'IA, je pense, moi c'est un peu comme ça que puisque on a aussi le bénéfice de l'âge quelque part, et pas que les mots. Le bénéfice, c'est aussi d'avoir vu passer tout un tas de technologies avant qui devaient effectivement régler toutes les problématiques, sachant qu'il n'y a aucune technologie qui est universelle et qui règle tout. Je pense que on a beaucoup parlé des data. Je crois qu'il y a, à mon sens, mais c'est aussi mon point de vue, il n'y a pas encore de réalité absolue sur rien à ce niveau-là. Donc, toutes les approches sont intéressantes à suivre. Voilà. Et si Medidata a une approche, je dirais, qui est successful, c'est le moment, effectivement, de prospecter, de regarder. Zakia rentre dans le modèle d'Oncodesign et demande comment est-ce que tu fais la part entre l'activité biopharma qui développe des thérapies et l'activité CRO. Comment est-ce qu'on gère les conflits éventuels? Alors, très clairement, on affiche à notre porte les projets qu'on développe. D'accord? Et notre technologie, par exemple NanoCyclix, n'est pas dans le service. Elle est que dans la propriété industrielle de Oncodesign. Et donc, à partir de là, les gens savent qu'on travaille sur des inhibiteurs de kinase. S'ils ont des inhibiteurs de kinase à tester, et on en a testé beaucoup, ils travaillent sur la partie service. La partie service a des firewalls en termes d'activité. Et donc, théoriquement, il n'y a pas de possibilité de passer le mur, on va dire, de séparation. Mais c'est dans la transparence que ça se gère. Hein. D'accord? Donc, on affiche les choses. Donc, probablement qu'il y a des gens qui ne viennent pas nous voir non plus parce qu'ils nous pensent concurrents. Moi, je pense à une chose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, des sociétés comme les nôtres, même les biotech, travaillent sur le gap d'innovation pharmaceutique. Et ça, c'est notre marché. C'est-à-dire qu'on apporte, nous, des technologies et qu'on fasse du commerce de services pour permettre à certains de pouvoir développer leurs molécules avec nos approches technologiques. Ça, on répond à une problématique. Et l'autre bout de la problématique, c'est d'être capable de livrer des licences sur des produits. Voilà. Mais c'est le même marché pour moi et ça, c'est très transverse. C'est une bonne réponse. Tout à l'heure, on avait démarré en parlant de l'alliance, l'accord avec Intersystem, hein, qui est tout récent, c'est le 18 mai dernier. Peut-être qu'on peut revenir sur cet accord et expliquer un peu l'objectif, aller plus au fond de l'objectif qui est poursuivi. Alors, deux choses. Donc, déjà, ils ont développé une plateforme Iris qui est du domaine de leur technologie, qui permet d'aller se connecter à de la data, notamment dans les hôpitaux, de construire ce qu'on appelle un peu des entrepôts devant les hôpitaux et de pouvoir nous permettre de travailler, de faire l'analyse, l'exploitation des données sur place, de se débrancher, de repartir avec le résultat de l'exploitation, mais en laissant les données. D'accord? Ça, c'est leur technologie Iris. Ce sont les meilleurs dans ce domaine à l'heure d'aujourd'hui. Le fait qu'ils travaillent dans ce domaine, ils ont aussi un réseau de dépositaires de data important. Et donc, l'autre partie du partenariat qu'on a avec eux, c'est de pouvoir aussi intégrer ce réseau et de pouvoir éventuellement proposer de travailler sur, de pouvoir sélectionner des datas intéressantes et de pouvoir travailler dessus. Voilà, grâce à eux, gagner du temps. Parfait. La business unit aujourd'hui, donc c'est une business unit, c'est quelque chose qui doit générer du chiffre, entre autres. Quels vont être ces développements vers l'extérieur? Comment est-ce qu'elle va proposer ses services à des entreprises extérieures et des partenaires extérieurs? Alors, il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a le niveau du service, il y a le niveau. On parle de la business unit IA, hein, d'accord?
Donc, il y a la possibilité pour elle de faire du service, c'est-à-dire que la plateforme telle qu'on l'a conçue peut travailler sur des données qui appartiennent à d'autres, ok, et donc travailler sur la sélection de cibles. Alors, ça peut être du partenariat, si ce sont nos données, par exemple, à l'origine de ça, ou si on va chercher des données spécifiquement. Ça peut être de livrer des cibles en elles-mêmes. Donc, il y a différents degrés, on va dire, d'intégration qui vont du service, du partenariat à la licence. Finalement, quelque part, on retrouve le modèle donc au design. Très bien. Eh bien, je crois qu'on a fait un bon tour donc au design et l'intelligence artificielle. S'il y a des questions supplémentaires, vous n'hésitez pas à nous les passer. Je les transmettrai à Philippe qui fera un plaisir de vous répondre ou de vous mettre en connexion avec les gens de la Business Unit qui vous répondront sur ces sujets-là. Alors, juste un mot pour terminer. Restez avec nous. Ce vendredi, on sort un numéro 946 et dans ce numéro-là, on va parler notamment, on a une interview exclusive de Alain Moussy pour AB Science. Vous savez ce qui est malheureusement arrivé à AB Science. Ils sont actuellement en complexité avec leurs produits. On a aussi un premier volet d'une enquête qui est assez dense sur la thérapie génique et sur les prix de la thérapie génique avec dans ce numéro un double volet sur comment les différents systèmes de santé essayent on va dire, de s'adapter à ces tarifs de thérapie génique qui sont souvent à des montants considérables. Hein. On parle de 800 000 euros la thérapie, on va jusqu'à 1,6 million. Et comment est-ce qu'on adapte les systèmes de santé à ça? Donc, ce sera le premier volet ce vendredi et le second volet la semaine prochaine. Entre-temps, mardi prochain, on sera avec Elvire Gouze. Alors, je ne sais pas si, Philippe, tu connais Elvire, mais c'est l'ancienne CEO de Theracon. Theracon qui a été vendu 816 millions de dollars à Pfizer. C'est quand même une très, très belle réussite. Hein. On en a des très belles réussites. Et Elvire s'est relancée. Faut les mettre en avant, c'est important. Voilà, exactement. Et Elvire s'est relancée dans une société qui s'appelle Inoscale, qui est aussi en thérapie génique. Et elle va nous faire part de son expérience. Inoscale, ça a été créé en septembre 2020. En décembre 2020, elle levait 20 millions d'euros. C'est déjà pas mal en quelques mois. Ça aussi, on n'a pas beaucoup de levées de fonds de ce niveau-là en si peu de temps, en tour A, on va dire. Et donc, elle va partager son expérience. C'est la dysplasie squelettique qui est à l'ordre du jour de Inoscale. Et je pense qu'il y a encore une belle réussite qui l'attend à ce niveau-là. Donc, ça, c'est mardi soir prochain à 19h. Merci encore à tous. Il est 19h40. C'est le moment de se quitter. Je vous remercie. Philippe, merci beaucoup encore. Ça a été, comme d'habitude, extraordinaire. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.